Préhistorique, le podcast qui démêle les idées reçues sur la préhistoire. Présenté par Mathilde Lépine et Alexis Angéli. Animé par TMDJC. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Préhistorique, le podcast qui essaye de démêler le vrai du faux d'il y a très longtemps, parce que la préhistoire, on en a parlé lors de nos premiers numéros, c'est pas d'hier, mais c'est très important encore, on aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui. C'est très important parce que vous allez voir que finalement la préhistoire fait écho à notre monde constamment. Alors évidemment, je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec la fine équipe du podcast. Mesdames, comment allez-vous ? Très bien. Et toi, TMDJC, comment ça va ? Ça va très bien, Alexia. Mathilde, comment vas-tu ? Ça va très bien aussi. Contente d'être de retour pour un nouvel épisode. Oui, moi aussi, je suis très content de vous voir. Alors, on parle de quoi aujourd'hui ? On parle de préhistoire. Comment ça se passe ? On va étendre un petit peu, en fait. On va élargir notre regard et on va partir sur les cyclicités climatiques. Et donc, on va parler climat. On va parler climat. Alors, on définit un climat. On en est où ? Pourquoi on parle de ça déjà ? Pourquoi est-ce qu'on s'éloigne de la préhistoire ? Eh bien parce que le climat nous permet de comprendre beaucoup de choses qui se passent bien sûr actuellement, mais aussi dans le passé et donc dans la préhistoire, que ce soit au niveau des animaux, de l'environnement et de tout un tas de choses comme nous allons le voir aujourd'hui. Alors c'est quoi un cycle climatique ? Alors on les appelle également cycles glaciaires et ils correspondent à ce qu'on appelle une période interglaciaire et une période glaciaire. En gros, donc un cycle c'est les deux périodes et c'est juste que ça revient donc de façon cyclique. Et donc, une période interglaciaire, en gros, c'est une période où il va faire plus chaud. On va avoir un maximum des températures et de l'humidité. Et la période glaciaire, à l'inverse, forcément, c'est une période où on a une diminution des températures et de l'humidité. D'accord. On sait à peu près, en termes de période, s'il y a eu plus de périodes chaudes ou plus de périodes froides depuis qu'il y a de la vie sur Terre ? Alors, il y a plus de périodes froides, notamment déjà parce que les cycles glaciaires, la période glaciaire dure plus longtemps. D'accord. En moyenne, il y a quand même, je dirais, x3 au niveau temps de différence. Oui, par exemple, un cycle de 100 000 ans, on aura l'occasion de revenir dessus après, mais il y a quand même 90 000 ans de glaciaire pour 10 000 ans d'interglaciaire. Donc on a quand même un petit déséquilibre entre les deux. Et ça fait, on est actuellement dans une ère géologique qu'on appelle le Quaternaire, qui a débuté il y a 2,6 millions d'années, par cette mise en place justement d'alternance glaciaire-interglaciaire. Faut pas croire que c'est des choses qui ont toujours existé sur notre bonne vieille planète. Ce sont des choses qui sont arrivées, on va le voir tout de suite, à cause de mise en place notamment de phénomènes orbitaux, mais aussi géologiques et atmosphériques, pour être tout à fait complète dans ma réponse. Et voilà, ça fait 2,6 millions d'années que nous connaissons ces phases. Alors au début, elles étaient un petit peu plus irrégulières, et maintenant elles sont assez régulières. Ouais, quand est-ce qu'elles se mettent réellement en place ? Un petit peu avant 2,6 millions d'années. Enfin, il y a toujours un temps de latence en fait quand elles se mettent en place. C'est pas du jour au lendemain où d'un seul coup on a des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires qui se mettent en place. Donc avant 2,6 millions d'années, on commence à avoir une instabilité climatique qui se met en place. Et elle commence vraiment donc à partir de 2,6 millions d'années où là on peut vraiment déterminer la durée des cycles. Donc on passe à des cycles qui durent 40 000 ans au début, avec 30 000 ans de glaciaire et 10 000 ans d'interglaciaire. Et à partir de 800 000 ans, on passe à des cycles de 100 000 ans cette fois-ci. D'accord. Alors, quels sont ces paramètres astronomiques dont tu parles ? Déjà, on va faire un petit peu d'historicité de la chose. C'est l'astronome Milutin Milanković, qui était serbe, qui a Milanković. Ouais, Milanković. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. On appelle ça d'ailleurs les paramètres de Milanković, qui a établi en premier une théorie dans les années 1910-1920 pour expliquer les variations d'insolation de la Terre pour les moyennes et hautes latitudes. D'accord. Donc, quand tu parles d'insolation, c'est la même chose que pour nous, en fait. Oui, c'est ça. Alors, la Terre ne se retrouvait pas à devoir se mettre de la crème solaire. Mais effectivement, il y a des périodes où il y a l'albédo qui va refléter plus ou moins fort l'énergie lumineuse qu'il reçoit en fait d'une source. Et dans notre cas, c'est le Soleil. Voilà. Et il y a 3 paramètres en fait qui ont été mis en relief. Il y a l'excentricité de l'orbite terrestre, l'obliquité de l'axe des pôles et la précession des équinoxes. Donc ces 3 paramètres rentrent directement
en cause dans ces variations climatiques que nous connaissons aujourd'hui. D'accord. Les peu de choses qui me restent des informations que j'ai pu glaner là-dessus datent de l'époque justement où je regardais Il était une fois l'homme, où on montrait que suivant l'axe de la planète, ça chauffait pas exactement partout pareil, que s'il y a beaucoup de glace, du coup il y a beaucoup de reflets, donc c'est plus difficile de réchauffer la planète. Donc c'est ça, on parle bien de ça en fait. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Est-ce qu'on ne reviendrait pas peut-être justement prendre le temps de définir l'excentricité de l'orbite terrestre? J'allais te le proposer, c'est parfait. Alors, écoute, c'est merveilleux. Ouais, désolé, je me prends pour TMDJC aujourd'hui. Au contraire, aide-moi. Non, je suis. En plus, là, comme je l'expliquais juste avant, le fait de retrouver quand je vous entends parler, je me souviens de choses que j'ai pu entendre quand j'étais tout gamin. Mais déjà, on sait que ces informations-là ont évolué dans le temps, puisqu'on sait beaucoup plus de choses aujourd'hui. Avec tout l'amour que j'ai pour Il était une fois l'homme, je sais que la série est obsolète sous bien des aspects, et c'est aussi pour ça qu'on est réunis tous les trois aujourd'hui, et c'est d'autant plus intéressant que les termes que vous utilisez me parlent pas forcément du fait que je ne suis pas de la partie. Je pense que beaucoup de nos éditeurs ne le sont pas, donc au contraire, plus on va le définir, à mon avis, mieux ce sera. Alors, pour commencer, donc l'excentricité de l'orbite terrestre. Alors, notre planète décrit une orbite autour du Soleil. Et cette orbite, elle peut être soit sous la forme d'un cercle, soit sous la forme d'une ellipse décentrée. C'est important. Et du coup, quand l'orbite de la Terre elle est quasi circulaire, il y a un faible contraste entre les saisons. Ce qui veut dire que les étés vont pas être très chauds et les hivers vont pas être très froids. Mais le seul problème, c'est que du coup, comme les étés ne sont pas très chauds, on n'a pas une fonte des neiges qui est totale. Du coup, on va avoir une accumulation des neiges au fur et à mesure des années, ce qui du coup fait augmenter l'albédo de la Terre. Donc, comme l'a expliqué Alexia, c'est une mesure physique, c'est la capacité d'un corps à refléter une énergie lumineuse. Mmh. Et donc, on sait que plus il y a de la neige, plus l'énergie est reflétée. C'est notamment pour ça qu'il faut mettre de la crème solaire quand on est au ski. Et du coup, plus cet albédo augmente, plus il y a d'énergie solaire qui est reflétée directement et qui n'est pas absorbée par notre planète, et donc plus on va vers un refroidissement. D'accord. Et c'est ce refroidissement global qui s'accumule au fil des années, qui va entraîner une diminution des températures et qui va du coup provoquer l'installation d'une période glaciaire. D'accord. Donc si je résume ce que tu viens de dire, comme ça je suis sûr d'avoir bien compris, il y a évidemment l'axe de la planète en elle-même, mais il y a aussi par rapport à la rotation qu'on fait autour du Soleil, exactement, le fait qu'on soit plus ou moins éloigné du Soleil. Donc forcément, ça semble logique quand on le dit, mais ça va avoir un impact sur est-ce que ça chauffe ou pas. Oui, d'ailleurs, quand la Terre a une orbite qui est elliptique décentrée, en fait, du coup, il y a des saisons qui sont très contrastées parce qu'en fait, la part de l'ellipse où la Terre est proche du Soleil, on va avoir des étés qui vont être très chauds. Du coup, toute la neige va fondre. Par contre, quand la Terre, elle va être plutôt du côté de l'ellipse qui est plus éloignée du Soleil, du coup, les températures vont être plus basses et on va avoir une fonte des neiges qui est seulement partielle. D'accord. En effet, il y a aussi cet axe dont tu parlais, TMDJC, au niveau de la Terre, vraiment l'axe en lui-même de rotation de la Terre qui passe du coup par les pôles et qui est incliné par rapport au plan décrit par l'orbite terrestre. Donc le plan dont Mathilde était en train de parler juste avant. S'il n'y avait pas cette inclinaison, il n'y aurait pas de saison sur Terre tout simplement. Cette variation d'angle, donc cette variation d'axe, varie entre 21,9 et 24,5 degrés suivant un cycle de 40 000 ans environ. Quand on est sur l'axe le plus petit, donc 21,9, la quantité d'énergie qui est reçue par les régions de haute latitude est moins importante que lorsque cet angle est plus grand, donc à 24,5 degrés. Du coup, pendant les périodes de faible inclinaison, les étés sont plus frais et ne permettent pas une fonte totale de la neige accumulée en hiver. Donc on a une augmentation de l'effet d'albédo dont on parlait tout à l'heure, et donc la mise en place de conditions parfaites pour passer en glaciaire. D'accord. Alors, question bête là encore. Donc, tu parles de cette évolution de l'angle. Est-ce que c'est une évolution qui est constante? Donc, on bascule de l'un à l'autre. Et alors, si oui, là encore, question bête, mais pourquoi est-ce que les périodes glaciaires durent plus longtemps? Puisque la logique voudrait que si jamais on est en train de basculer de l'un à l'autre, ou c'est juste que c'est tellement lent qu'on met du temps à sortir de la période glaciaire, c'est ça? Oui, c'est plutôt ça, parce qu'en fait, il y a un effet de rétroaction, il y a une inertie
du système terrestre. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une période, il y a un cycle qui est enclenché, même si on l'arrête, et c'est le problème qu'on a aussi aujourd'hui avec le réchauffement actuel, on pourra en reparler, c'est qu'il y a une telle inertie qui est engrangée dans le système, notamment du point de vue de la réponse des océans et des glaciers, qu'en fait c'est plus difficile d'en sortir que d'en rentrer. Oui, ce qui fait, sans vouloir être terrifiant, c'est ce qui fait un peu peur quand on écoute les spécialistes effectivement aujourd'hui qui disent que même si là tout d'un coup on arrêtait tous les gaz à effet de serre, malheureusement on sortirait pas de cette situation en un claquement de doigts parce que c'est pas comme quand on coupe le robinet, ça va continuer à couler. Et du coup, on a le dernier paramètre qui est important à en parler parce qu'on verra, les 3 sont importants pour qu'on passe d'une période glaciaire à une autre. C'est la précession des équinoxes. Donc lui, il a réellement d'importance que quand l'orbite terrestre est elliptique. Mais en fait, c'est simplement que la Terre n'a pas toujours la même position par rapport au Soleil. Elle est plus ou moins éloignée. Et en fait, quand la Terre est au plus proche du Soleil, lorsque c'est l'été boréal, donc c'est-à-dire lorsque c'est l'été dans l'hémisphère nord, donc là où on a l'englacement principal au niveau de notre planète, et forcément, ce sont des étés qui sont plus chauds dans l'hémisphère nord. Donc forcément, on a une fonte des neiges qui est totale, et donc on a une diminution de l'albédo, et donc là, on peut aller vers un cycle, une période qui est interglaciaire. À l'inverse, lorsque c'est l'été à l'hémisphère nord, si la planète est loin du Soleil, on va avoir des étés qui sont frais, on va avoir une neige qui ne va pas totalement fondre, et donc on va avoir un englacement progressif, une nouvelle fois une augmentation de l'albédo, et donc on va aller plutôt vers une période glaciaire. Oui, alors là, en t'écoutant, je prends conscience du cumul en fait des aspects. On a parlé de l'angle, on a parlé effectivement de la distance par rapport au Soleil, est-ce qu'on tourne de manière elliptique ou en cercle, mais il y a aussi le fait effectivement que les continents sur notre planète sont pas tous placés au même endroit, qui sont grosso modo plutôt dans l'hémisphère nord, puisque on a déjà les États-Unis, l'Eurasie, tout ça qui prennent quand même pas mal de place, et ça a forcément une incidence, si je vous suis bien en tout cas, sur le fait qu'on soit en période glaciaire ou pas, si on met du temps ou pas à faire fondre les glaces. Déjà, merci beaucoup, parce que c'est effectivement beaucoup plus clair. On se rend compte finalement que si l'être humain a un impact là-dessus, c'est toute une machinerie que c'est très compliqué de repartir en arrière. Oui, en effet, les variations climatiques du quaternaire sont liées directement à la position des continents à la surface du globe. Pour être plus précise d'ailleurs, c'est la différence de terre émergée entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, plus l'existence des courants marins dans les océans qui entourent ces masses de terre, qui ont un impact énorme. Le début du quaternaire dont on parlait au début, cette ère géologique dans laquelle nous sommes depuis 2,6 millions d'années, coïncide avec cette installation des masses continentales au nord de notre planète et créant donc ce déséquilibre dont tu parlais juste avant. De plus, il y a 20 millions d'années, l'ouverture du détroit de Drake et la fermeture de l'isthme de Panama, lui, il y a 3 millions d'années, qui ont conduit à la mise en place d'une circulation des courants marins entre donc ce qu'on appelle la fin du Miocène, qui est aussi une ère géologique, et le début de notre très cher quaternaire, notamment avec l'installation d'un courant qui fait le tour de l'Antarctique, qu'on appelle la circulation circumpolaire. Et c'est un de ces courants aussi qui a un impact très important dans ces variations et dans ces enjeux climatiques que l'on a aujourd'hui. C'est pas les courants dont on parle, je crois que c'est le film Le jour d'après où les courants chauds, les courants froids arrêtent de se mouvoir et on se retrouve sur une période glaciaire très forte d'un coup. Je suppose qu'évidemment c'est très hollywoodien dans le sens où c'est très exagéré, mais on parle bien de ces courants-là en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Et question vraiment parallèle à ce que tu es en train de dire, parce que là, en fait, ce que tu es en train de raconter, en fait, me fait penser à deux choses. La première, c'est qu'effectivement, on se rend compte qu'il commence à y avoir un impact important, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus d'ouragans, de typhons. Et le deuxième truc, c'est que nous, en bon français, on a quand même un point de vue qui est très franco-centré, dans le sens où on imagine toujours que l'été, il fait chaud et que l'hiver, il fait froid par rapport à nous. Mais vous disiez toutes les deux tout à l'heure que suivant l'endroit où on se trouve sur le globe, il ne se passe pas exactement les mêmes choses, parce qu'on n'a forcément pas le même rapport au soleil et on n'a pas la même inclinaison. Et c'est effectivement très très bon de le rappeler là encore.
Alors maintenant qu'on en est là et qu'on sait ça, qu'est-ce que ça dit de nous aujourd'hui et comment ça sert aussi à comprendre la préhistoire ? Alors déjà, il faut se dire que le passage entre une période chaude et une période froide a induit une modification en moyenne de 4 à 5 degrés Celsius des températures. Ah oui, voilà. C'est énorme. Oui, donc sur le global, sur la Terre. Oui, tu veux dire en moyenne, Moyenne, ouais. Voilà. Quand on sait que certaines espèces à quelques degrés près peuvent disparaître, c'est très important ce que tu es en train de dire. Et en plus de ça, ces variations entre donc, les cycles glaciaires et interglaciaires, de manière locale, peuvent être beaucoup plus importantes. Voilà, donc c'est 4 à 5 degrés sur l'ensemble du globe. Actuellement, on est en train de parler d'espérer limiter une hausse des températures à 3 degrés en 100 ans. En début de ce podcast, Mathilde expliquait que ces cycles glaciaires et interglaciaires, c'était sur 100 000 ans qu'ils avaient lieu. Donc, je pense que là, le rapport est clair. En fait, c'est l'équivalent, ce qu'on est en train de vivre là sur 100 ans, enfin, ce qu'on espère de limiter sur 100 ans, c'est l'équivalent de ce qui sépare une période glaciaire et interglaciaire sur plusieurs milliers d'années. Ok, je peux me permettre une question un peu troll. Là aujourd'hui, alors on a une pluralité de médias, mais on entend quand même depuis un nombre d'années assez conséquent. Moi, je me souviens d'Arun Taziev qui passait dans les années 70 à la télévision pour expliquer finalement ce qui est en train de se passer là et qui disait déjà à l'époque, faisons attention, et que déjà à l'époque, on lui disait, vous êtes en train de faire peur aux gens, il faut vraiment vous calmer. Et est-ce que finalement, on n'a pas passé notre temps à ne pas écouter les personnes qu'il aurait fallu écouter, que là aujourd'hui, on est dans une urgence qui finalement n'a pas l'air si urgente que ça, puisque là encore, nos gouvernements, je ne m'arrête pas sur le sol français, ne semblent pas non plus bouger comme moi en tout cas, j'aurais envie qu'on bouge. Je pense que là, on a dépassé même le stade de l'urgence. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une inertie du système terrestre. Et là, même si demain, en claquant des doigts, on ne rejetait plus de gaz à effet de serre ou la température n'augmentait plus, en fait, il y a une telle inertie qui a été engrangée dans le système, notamment au niveau des océans et des glaciers. Ce que tu expliquais tout à l'heure. Que l'on sait que dans les centaines d'années à venir, même si on arrêtait tout demain, on va avoir une augmentation du niveau de la mer qui est estimée entre 0,70 mètres et 1,10 m. C'est énorme. C'est énorme et je me permets de rajouter à ce que tu es en train de dire que les spécialistes du domaine parlent en plus d'une accélération puisque effectivement avec le niveau de la mer qui augmente et le réchauffement, ça veut dire que tous les gaz qui sont aussi emprisonnés dans les océans vont continuer à monter, ce qui va augmenter aussi toujours ce principe d'effet de serre et que plus l'eau est chaude, plus elle se dilate. Donc en plus de manière purement physique on a aussi ça, donc c'est vrai qu'il y a un moment donné on se dit ça s'arrête quand quoi. Mais ça va même au-delà de ça puisque les cycles géochimiques, donc là je pense par exemple au cycle du carbone ou de l'azote, ils ont aussi un impact sur les environnements terrestres. Donc tout ce qui se passe dans l'océan va aussi se répercuter à un moment sur le terrestre, donc ça va clairement au-delà de ça. Enfin, il faut quand même rappeler qu'actuellement on est censé aller vers une période glaciaire. À l'heure d'aujourd'hui, nous 2023, la période interglaciaire est censée être terminée. On est censé aller vers une période glaciaire parce qu'on a les 3 paramètres orbitaux dont on a parlé précédemment qui sont alignés pour que ça aille dans ce sens. Sauf que on n'y va pas, tout simplement parce que la concentration en gaz à effet de serre dans notre atmosphère est beaucoup trop élevée puisqu'elle était en 2022 à 417 ppm, je crois, donc parties par million, et elle ne doit pas dépasser 240 parties par million pour qu'une période glaciaire puisse se mettre en place. Donc là, on est quand même arrivé à un stade où, clairement, les activités humaines, elles ont pris le pas sur les causes naturelles du cycle des changements climatiques. Alors, si je peux me permettre encore une question un peu troll, étant donné que vous expliquiez en début de podcast que y a une évolution climatique naturelle, on passe de périodes plus chaudes à des périodes plus froides, comment on sait que l'activité humaine a un réel impact sur l'environnement ? Parce qu'on entend encore beaucoup de personnes, même parfois dans les médias, qui expliquent qu'il faut quand même relativiser l'activité humaine. Alors ça, on le sait tout simplement parce que la concentration actuelle en CO2 dans l'atmosphère, elle est inédite depuis plusieurs millions d'années. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été connu sur notre planète depuis très longtemps. Et la seule chose à laquelle on peut la corréler, ce sont les activités humaines. En fait, cette concentration en gaz à effet de serre, c'est le seul paramètre qui empêche d'aller vers une période glaciaire. C'est le seul paramètre qui est différent par rapport à ce qui a déjà pu arriver
par exemple au début du Quaternaire ou à des périodes encore plus lointaines. D'où l'intérêt d'étudier toutes ces choses-là dans la préhistoire. On en parlait tout à l'heure. Si on revient un petit peu en arrière, on en a rapidement parlé tout à l'heure, mais quel est l'impact réel vis-à-vis de la faune et la flore de ces changements climatiques ? Il y a plusieurs impacts en fait. La faune comme la flore sont inféodées à leur environnement, à leur lieu de vie. Je ne crois pas que, hormis dans les zoos, vous ayez croisé de lions ou de girafes par exemple à Paris dernièrement, sachant qu'avant il pouvait y en avoir il y a de ça quelques milliers d'années, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Parce que tout simplement les animaux et les plantes vivent là où ils peuvent vivre. Donc on a les petites espèces qui sont des marqueurs biologiques très intéressants parce qu'ils ont une espérance de vie qui est plus courte, donc elles se reproduisent plus vite, donc on peut voir plus rapidement leurs adaptations ou non à certaines choses. Par contre, pour les grandes espèces de mammifères, comme ils ont une espérance de vie qui est beaucoup plus longue, c'est plus difficile pour eux de s'adapter à des changements extrêmement rapides et en général, ils sont plus sensibles à ce genre de choses. Je dis en général parce qu'aujourd'hui, les animaux qui ont le plus disparu, ce sont notamment les gastéropodes dont on parle pas beaucoup parce que c'est pas aussi sexy que les pumas, les chimpanzés, etc. sur les affiches. Mais la majeure partie des animaux aujourd'hui qui disparaissent sont des petits animaux en fait dont on parle pas parce qu'ils sont pas aussi jolis sur les grandes affiches. Oui, ils sont pas dans les canons de beauté, c'est pas les koalas. Ça me fait penser aussi aux insectes dont on parle aussi relativement peu. Là, c'est une expérience qu'on peut tous faire si jamais vous avez un certain âge, qui est effectivement que quand on prenait les routes des vacances avant, il fallait nettoyer le pare-brise parce qu'il était maculé d'insectes écrasés, alors qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Et je suppose pas parce que les voitures sont auto-nettoyantes. On ne sait pas, on ne peut pas corréler comme ça. Quand on parle il y a des spécialistes qui parlent de sixième grande extinction, c'est de ça dont on parle en fait. Est-ce qu'on en est réellement là ? Oui, alors on en est là. Ce qui est différent surtout avec cette extinction, puisqu'effectivement c'est la sixième, donc il y en a eu 5 autres avant, donc c'est pareil, on pourrait dire que c'est normal, c'est quelque chose qui arrive, qui est déjà arrivé depuis le début de l'histoire de notre planète, mais ce qui est particulier avec cette extinction, c'est qu'elle est extrêmement rapide. On a dépassé clairement le taux naturel d'extinction des espèces. Il doit être au moins 10 fois plus important actuellement que ce qu'on est censé trouver dans la nature. Donc tu veux dire que même à l'ère des dinosaures, on n'a pas connu ça, parce que c'est vrai que très souvent quand on nous raconte l'histoire, il y avait plein de dinosaures, un jour il y a une météorite et il n'y a plus de dinosaures. C'est un peu l'image qu'on a. Maintenant, grâce à vous, je sais que c'est pas exactement ce qui s'est passé, que c'est plusieurs facteurs qui ont fait que... et qu'on oublie les oiseaux. Et qu'on oublie les oiseaux qui sont toujours là. Enfin, pour combien de temps du coup là après on ne sait pas. Mais oui. Donc c'est en fait ce que tu es en train de nous expliquer, Mathilde, c'est que en fait c'est beaucoup plus long que ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle en temps normal. Oui, là, comme pour le réchauffement climatique, on a une accélération due aux activités humaines qui est dramatique actuellement pour les espèces végétales, mais également animales. Donc nous aussi. Oui, c'est ça qu'on oublie souvent parce qu'on a tendance on est aussi concernés en fait. On a tendance à dire les pauvres animaux et les pauvres plantes, mais coucou, nous aussi nous sommes des animaux, donc bientôt ça va être les pauvres humains, hein, voilà. La transition est parfaite. Quel est le lien finalement qu'on trace entre le climat et l'évolution de l'homo ? Alors le genre homo, effectivement, il y a eu plusieurs théories qui ont été proposées pour relier l'évolution de ce genre, ou même des hominines en général d'ailleurs avec le climat. Je pense notamment à la théorie de l'East Side Story qui avait été notamment formulée par Yves Coppens, qu'il avait repris d'un autre ethnologue néerlandais. Tu peux nous la résumer un petit peu ? Oui, en fait, tout simplement, il y a une grande faille en Afrique, donc dans le nord-est de l'Afrique, qui a créé, ça on le sait, une différence écologique, de niche écologique du coup entre l'Est et l'Ouest, dû à des formations importantes de montagnes, de vallées, et cette fameuse faille du coup qui s'étire du nord au sud, on peut dire, réellement, elle est immense. Alors, je ne sais plus combien elle fait de kilomètres, mais je crois que c'est 6 ou 7 000 Oui, c'est plusieurs milliers, une chaîne de montagnes. Pas... Oui, non, c'est plusieurs milliers. Et comme l'a dit Alexa, c'est une chaîne de montagnes. En fait, ça crée une barrière pour les nuages. D'accord, oui. Ce qu'on peut voir des fois en France, parce qu'on a la chance d'avoir un pays qui a... Mais donc, nous, c'est tout petit, parce que c'est concentré dans quelques milliers de kilomètres carrés.
là, tu parles vraiment en longueur de... Oui, c'est ça. En fait, à l'ouest, du coup, la forêt tropicale, elle aurait pu se maintenir, continuer d'exister, parce que les nuages, eux, auraient été coincés et n'auraient pas pu aller plus à l'est. D'accord, donc il y a eu une véritable incidence sur Sapiens. Mais tu me fais la grimace, on n'est pas sûr en fait, c'est ça ? Oui, voilà. On pense qu'il y a une incidence parce que, en fait, il n'y a pas de raison, typiquement, qu'il n'y ait pas d'incidence du climat sur le genre Homo, qui est une espèce animale, et on sait que le climat a des incidences sur les animaux. Donc, ça serait un petit peu présomptueux de dire que non, pas sur notre genre. Maintenant, quantifier cette incidence, dans quelle mesure il y a eu cette incidence, à la période où ça avait été formulé, il y avait plein de fossiles, plein d'espèces qui n'avaient pas encore été découvertes en Afrique du Nord, en Afrique centrale ou même en Afrique du Sud, qui sont un petit peu venus dire, bon, elle est jolie cette théorie, mais finalement, c'est pas juste blanc ou noir. D'accord, voilà. On ne sait pas dans quel pourcentage ça a pu jouer. Et pour refermer ce chapitre et passer à la suite, on a vu l'occasion, moi j'ai eu l'occasion de voir ce documentaire L'Odyssée. Si j'ai bien compris ce que tu disais, grosso modo, c'est un peu grâce à ça que on sait que l'être humain s'est mis à marcher d'un côté de l'Afrique et pas de l'autre. Est-ce que ça, c'est juste pareil ou Alors, c'était la théorie en fait qui était formulée vraiment dans cette théorie de l'East Side Story, que comme il y avait les forêts tropicales qui étaient toujours du côté ouest, les singes continuaient à se déplacer dans les arbres. Je vous le fais très, très schématique. Donc, ils n'avaient pas besoin de marcher. Ils n'avaient pas besoin de marcher, voilà. Et à l'est, où ça s'est énormément asséché, où on s'est retrouvé avec des steppes à graminées, il a fallu un petit peu se redresser déjà pour voir au-dessus des graminées. On le voyait justement dans l'Odyssée. Cette image qui m'a beaucoup marquée quand j'étais enfant, où Lucie, d'un seul coup, elle trouvait ça trop cool de marcher à deux pattes. deux jambes. Moi, ça m'a fait, comme je disais tout à l'heure, je parlais de pouf, il y a une météorite, après il n'y a plus de dinosaures. Ça fait, quand on voit le film, ça fait un peu ça. Ils sont à quatre pattes, puis d'un coup, ah tiens, je me redresse. Ouais, et voilà, l'être humain marche. C'est ça, c'était un peu l'idée. Et du coup, comme c'était des milieux ouverts, ils ne pouvaient plus se déplacer d'arbre en arbre. Fallait qu'ils soient redressés pour voir ce qui se passait. Et en plus, ça avait l'avantage de libérer les mains pour créer des outils et des choses comme ça. Voilà. Mais du coup, tu sembles sous-entendre que on ne sait pas si c'est vraiment ça, du coup. On sait plutôt que c'est pas vraiment ça du tout. On sait que ce n'est pas vraiment, c'est pas ça du tout. Oui, notamment parce qu'il y a eu découverte il y a quelques années, début des années 2000, notamment de primates bipèdes bien plus anciens que ceux qui ont été trouvés à l'est. D'accord. Et en particulier donc en Afrique centrale, donc vraiment complètement à l'ouest quand on prend le Rift comme référence. Et du coup, ça a mis complètement à mal cette théorie puisqu'on a quand même retrouvé des primates bipèdes à un endroit où techniquement ils étaient censés être dans la forêt et donc ne pas avoir besoin de marcher si on reprend ce qu'on a dit un peu plus tôt. Donc c'est ce qui a mis à mal cette théorie. Ah oui, oui, forcément. Voilà. Voilà, encore une fois, ils n'avaient pas tous les fossiles que l'on connaît maintenant, donc cette théorie à l'époque fonctionnait parfaitement. Voilà, c'est parfait parce qu'on ferme parfaitement le chapitre. Donc on en revient toujours à la même question ou à la même réponse. En tout cas, c'est que on en sait plus au fur et à mesure et qu'évidemment on communique avec ce que l'on sait. Alors pour rester sur le climat, qui est vraiment notre sujet d'aujourd'hui, Mathilde, tout à l'heure, tu parlais du fait que y avait une accélération sans commune mesure aujourd'hui de l'évolution du climat. Est-ce qu'on sait, par rapport à ce que l'on sait, si vous me passez cette expression, du climat, dans son évolution dans le passé, qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une accélération, est-ce que c'est quelque chose dont on doit réellement s'inquiéter ? Oui, très clairement. Je pense que la réponse, elle est sans appel. Et c'est fou d'ailleurs qu'on soit encore en train de se demander si on doit s'inquiéter. Alors j'aime bien sortir des chiffres qui font peur, mais la période passée plus chaude qu'aujourd'hui qu'on a connue, c'était pendant l'Éémien et c'était il y a environ 125 000 ans. Donc je vous laisse imaginer. Vous pouvez vous amuser à les regarder dans un livre, quelles étaient les faunes et les flores il y a 125 000 ans. Et vous verrez que ce n'était pas exactement les mêmes que ce que nous avons aujourd'hui. Donc automatiquement, c'est que ça va avoir un impact important sur la vie. Après, si vous êtes totalement désintéressé par la vie, par ce qui se passe sur la planète, non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Notamment, il y avait des hippopotames à Paris, par exemple, il y a 125 000 ans. Oui, voilà. Bon.
On en Mais parlait tout à là, le l'heure. problème, c'est qu'on a un peu colonisé Paris, si je dis pas de bêtises, et qu'il n'y a plus beaucoup d'espace pour qu'il puisse évoluer. Mais sans vouloir incriminer qui que ce soit, on a quand même aujourd'hui beaucoup effectivement de médias qui ne s'en inquiètent pas du tout et qui disent que de toute façon, l'être humain s'est toujours adapté à tout, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que, au-delà du fait qu'on soit capable ou pas de s'adapter, est-ce qu'on va pouvoir garder notre confort de vie avec cette évolution si du jour au lendemain, effectivement, les abeilles finissent par disparaître? Est-ce qu'on saura faire du miel de synthèse? Comment ça va se passer dans les années à venir? Est-ce que grâce à la préhistoire, on est capable de se projeter un peu? Alors ça, malheureusement, non. Je ne pense pas que la préhistoire puisse donner des réponses à ces questions, puisque de toute façon, comme c'est sorti des fluctuations naturelles, on n'a absolument aucun moyen de prédire et de prévoir ce qui va se passer. Donc là, on est complètement sorti des modèles paléoclimatiques, donc malheureusement, on ne sait pas. On sait juste qu'il n'y a pas de retour en arrière qui est possible et on va vers quelque chose dont on n'a absolument aucune idée des impacts. D'accord, donc là, c'est vraiment l'inconnu. Oui, là, malheureusement, oui. Bon, bah écoutez... Et bonne journée à tous. Mesdames, c'est pas le podcast le plus rassurant qu'on ait fait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet épisode? Un peu atypique, parce qu'on a fait le choix pour cet épisode de s'éloigner, même si on a fait des liens constants avec la préhistoire, pour aussi raccorder à notre présent. Est-ce que vous avez quelque chose que vous auriez envie de rajouter à nos auditeurs ou auditrices? Moi, je voudrais juste dire qu'il est important maintenant, quand vous voyez quelqu'un dire sur les réseaux sociaux qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il y a toujours eu des cycles climatiques, que ça ne veut rien dire en fait de dire qu'il y a eu un cycle climatique. Les cycles climatiques sont définis par des choses spécifiques, ont évolué au cours du temps, ont évolué en fonction de la position des continents, de l'atmosphère, des courants marins et de la position même des paramètres orbitaux. Donc c'est des choses qui nous dépassent totalement aujourd'hui, voilà, et ça nous dépasse complètement. Et de juste opposer l'argument de c'est normal, vous inquiétez pas, il y a toujours eu des variations de climat. Faut bien entendre qu'aujourd'hui les variations de climat qui existent sur notre planète ne sont plus corrélées en fait à ce qui se passe quand même dans l'espace. Encore une fois, je fais du sensationnel avec ça, mais voilà, dites-vous bien qu'il y a des choses qui se passent dans l'espace et qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur notre planète n'est plus corrélé à ce qui se passe dans l'espace. Bon, je sais pas vous, mais moi, je suis pas très rassurée. Non, mais ça me fait penser en fait à Don't Look Up où on voit les spécialistes sur les plateaux des médias dire mais enfin là on n'en est plus en phase de est-ce que c'est négociable ou pas, en fait c'est au secours et voilà. Bon bah écoutez, en tout cas j'espère que nous on pourra se retrouver de nouveau pour un nouvel épisode où on repartira un petit peu plus loin dans le passé et on y restera encore un petit peu. Évidemment je rappelle à tout le monde que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes classique d'écoute de podcast. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le site internet prehistorytravel.com où il y a évidemment nos podcasts, mais pas que, puisque vous allez retrouver des vidéos, il y a des articles, il y a plein de choses à lire. Si vous êtes curieux, vous allez voir que moi je continue à en apprendre de manière quasi quotidienne grâce à vous deux. N'hésitez pas, si jamais ce podcast vous a plu, de le partager, voire de nous mettre des étoiles, parce que c'est ce qui nous permet aussi de nous référencer. Mathilde, merci beaucoup. Merci à toi. Alexia, un énorme merci. Et puis on se donne rendez-vous très très vite. À bientôt et merci beaucoup pour ce moment. Ciao tout le monde. Creations. Prehistorytravel.com